Bonjour, dans les Fils Atlas, aujourd'hui on va vous parler de cartes. Mais non, pas celle-là. Pas celle-là non plus. Mais tu vas mettre des cartes en rapport avec la géographie? Bon, celle-là ça passe. Allez, lance le générique. Avant de commencer, on va répéter quelques bases. Vous savez que la Terre est une sphère presque parfaite au moins. Tu penses qu'ils sont si bêtes que ça? Mais non, voyons. Et que, pour localiser un point sur cette sphère, les géographes ont décidé d'utiliser deux coordonnées. La longitude et la latitude. La longitude est une droite imaginaire reliant les pôles entre eux. Il est aussi appelé un méridien. Celui de référence est celui de Greenwich, en Angleterre, près de Londres. À gauche de cette ligne, c'est des degrés ouest, et à droite, des degrés est. La latitude est aussi une droite imaginaire, mais qui par contre donne tous les points à la même hauteur, ce qui donne un cercle pour tous les points à la même latitude. C'est pour cette raison qu'on utilise le terme parallèle pour parler de la même chose. Son point de référence est appelé l'équateur. Donc, chose amusante, la latitude peut devenir un seul point si on se trouve au pôle. Wow. En combinant ces deux coordonnées qui se coupent en angle droit sur le globe, on est capable de placer n'importe quel point sur Terre. Tout d'abord, c'est quoi une carte? Le dictionnaire Larousse définit la carte comme une représentation conventionnelle, généralement plane, de phénomènes concrets ou même abstraits, mais toujours localisables dans l'espace. Bon, ok, je sens que je vous ai perdu. En gros, une carte, c'est une représentation, majoritairement en deux dimensions, de phénomènes qui se déroulent sur la Terre, comme par exemple les divisions politiques d'un pays, ou encore les flux de marchandises à travers le monde. Oh, mais c'est facile alors de créer une carte, vous me direz. Sauf que non! Et oui, une carte, c'est quelque chose d'extrêmement codifié, qui se doit d'obéir à certaines règles. Tout commence à l'Antiquité. Les savants grecs fournissent les premières bases de la cartographie. Thalès du Milet mentionne déjà la sphéricité de la Terre au 6e siècle avant Jésus-Christ, tout bien avant Copernic. Ensuite, au 4e siècle avant Jésus-Christ, Dicéarque, un des premiers disciples d'Aristote, construit une carte sur base de deux axes majeurs, un parallèle passant par le détroit de Gibraltar et un méridien passant par Rhodes. Restons encore en Grèce et parlons de Ptolémée. Celui-ci s'amusa à créer une carte du monde connue en calculant la latitude et la longitude de 8000 points. Mais ce fut un fail. Ptolémée utilisa une fausse mesure de la circonférence de la Terre, ce qui rend la carte beaucoup trop allongée. Ce fut même une des causes indirectes de la découverte des Amériques. Donc, pour l'anecdote, Christophe Colomb voulait en fait rejoindre les Indes en passant par l'Atlantique. Il savait que la Terre était ronde, mais les textes des anciens étaient mal connus. Il s'est donc basé sur les calculs de Pierre Dailly, lui qui a converti les calculs de l'arabe Al-Farghani. Le problème avec ça, c'est que les arabes n'utilisaient pas les mêmes unités de mesure. Les arabes avaient un mille de 1973 mètres, et Dailly les a convertis en mille romains de 1482 mètres. Vive le système métrique. On se rend compte que l'équateur devient clairement plus petit, de plus ou moins un tiers. Donc, imaginons une grande feuille vierge dont on a raccourci d'un tiers de largeur. Mais, on a conservé la taille des continents, ce qui donne que les océans sont clairement plus petits que dans la réalité, donnant l'impression à Christophe Colomb d'être en Inde alors qu'il était en Amérique. Après la Grèce, passons à Rome, où la carte devient un outil militaire et où la Terre devient un disque plat. Il représentait les cartes par des rouleaux qui donnaient des informations sur les distances entre les villes et des lieux particuliers. L'Antiquité s'achève et apparaît le Moyen-Âge, qui, comme vous le savez tous, est une époque éclairée en Europe occidentale. Ah non, je rigole, la religion prend le dessus de la science et elle se mêle de domaines qui n'ont rien à voir avec elle. Et bien sûr, ça affecte aussi les cartes. On aperçoit donc la création de cartes où la Terre est représentée de manière circulaire, partagée en trois par deux bras de mer en forme de T, avec l'Europe à gauche, l'Afrique à droite et l'Asie en haut. Ces cartes sont appelées T dans l'eau. Ça devait être sympa de se retrouver avec ce genre de carte. Commence pas, toi. Mais au Moyen-Âge, il y a aussi heureusement des endroits où la science se développe et perdure, et c'est donc chez nos voisins arabes que la cartographie se développe avec l'essor de leur route commerciale avec l'Asie de l'Est. Un grand cartographe arabe, El Idrissi, construisit une grande map monde de 70 cartes allant de l'Europe à la Chine. Voici une de ces cartes représentant la mer Méditerranée. Ça ressemble à rien ton truc. Attends un peu, et si je fais ça, c'est mieux ? Là c'est clair, on reconnaît bien l'Italie. Il faut rappeler que les Arabes ne représentaient pas le nord en haut de la carte et que ceci est une convention de la cartographie popularisée par les Occidentaux et encore conservée aujourd'hui.
Zut, j'en étais où maintenant? Ah oui, donc je reviens au Moyen-Âge et surtout à la fin de celui-ci. La navigation connaît alors un énorme essor et apparaissent de nouvelles cartes navales, les portulans. Ceux-ci sont des cartes nautiques décrivant les rivages, mais qui ne contiennent pas d'informations sur l'intérieur des terres. Et pour combler ces vides, les cartes sont alors illustrées de toutes sortes de dessins, et on peut dire que certains y ont bien craqué leur slip. Vient maintenant la Renaissance qui éblouit l'Europe par son flot de progrès dans énormément de domaines. Plusieurs grands scientifiques améliorent la cartographie comme Mercator, Deventer ou encore Ortelius. Et oui, tous sont des Belges. Attends un peu, ils sont pas belges? La Belgique n'existe pas à l'époque, c'était les Pays-Bas espagnols. Non mais t'aimes bien m'embêter toi. Bon, t'as pas totalement tort donc voilà quoi. Arrivent les temps modernes et l'époque contemporaine. Les cartes évoluent encore avec de grands noms comme Ferraris et Cassini. Elles deviennent essentiellement des outils militaires et administratifs. On voit ainsi la création des cartes topographiques de haute précision et des plans cadastraux. Car connaître son territoire avec une grande précision et la taille de son royaume pour prélever les impôts est une forme de pouvoir. D'ailleurs, la plupart de ces cartes étaient des secrets militaires, car connaître le terrain mieux que son adversaire donne un avantage certain pour gagner des batailles et même des guerres. Comme vous pouvez le penser, une carte est quelque chose d'objectif, qui est strict et bien défini, qu'elle représente la réalité du terrain exactement et précisément. En réalité, elle n'est pas. Et c'est quoi tes preuves pour dire ça? Du calme, voyons. Prenons une carte topographique de la Belgique. Et l'Allemagne dans tout ça? Eh oh, je fais ce que je veux. Bon, maintenant on voit les montagnes. Des montagnes en Belgique, la blague. Les routes principales, fleuves et forêts. Ça a l'air complet et précis. Et si on décide de zoomer, il se passera quoi? Bah on va voir les choses plus grand, c'est pas compliqué. Ce n'est pas nécessairement juste. Regardons ce qui se passe quand on zoome. Vous remarquez qu'on n'a plus exactement les mêmes légendes et des choses se sont rajoutées. Ceci est un exemple concret de pourquoi une carte est quelque chose de subjectif. Que le cartographe doit faire des choix pour que la carte reste lisible et complète et qu'elle reste une simplification du réel. Une carte topographique c'est pratique pour étudier le paysage, mais les activités humaines moins, comme le commerce par exemple. Ceci donne la piste des cartes dites thématiques où on représente les variables sur un territoire. Oui mais pourquoi pas utiliser des simples tableaux, c'est pas plus rapide? Dis-moi, comme ça, avec un tableau de placer mentalement les valeurs les plus élevées? Tandis qu'une carte thématique permet avant tout en un coup d'œil de voir la répartition et ses valeurs élevées, chose que les tableaux ne permettent pas. Et c'est ainsi que l'épisode se termine. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager ou à vous abonner à notre chaîne. Sur ce, on se dit à la prochaine pour plus de géographie.